Et salut à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve pour ce 12e tuto où on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du comportement de nos ennemis. Donc on va utiliser ce dont on a parlé dans le tuto précédent, à savoir les state machines avec la nouvelle implémentation, et on va s'en servir pour faire un behavior tree. Donc behavior tree, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est un arbre de comportement. En gros, c'est une grosse state machine qui définit si vous êtes dans tel état, votre ennemi va avoir tel comportement, etc., etc. Donc là, pour l'instant, on va faire un comportement très simple, un behavior tree très simple avec 3 états qui vont être Wander, Chase et Attack. Wander, c'est juste, il se balade à droite à gauche et puis voilà, il fait rien de spécial. Chase, c'est s'il trouve, s'il trouve le joueur dans sa zone de détection, il va le poursuivre. Chase et poursuivre. Et attaque, simplement, s'il est suffisamment prêt, il va chercher à nous attaquer. Voilà. C'est le but de cette vidéo. On va essayer d'avoir ces 3 états-là et vous verrez qu'il y a quelques passages qui vont être assez simplifiés. On rentrera un petit peu plus dans le détail dans celle d'après. Donc c'est parti, allons-y. Pour vous montrer un petit peu en pratique, à la fin de la vidéo, vous devriez avoir ça. On a un personnage. Et le squelette, il peut nous pourchasser comme ça. Vous voyez, il est dans l'état de chase, il nous pourchasse. Et je l'ai mis un petit peu moins rapide que nous pour qu'on puisse fuir si on veut. Donc voilà, il a un état Wonder. Pour l'instant, l'état Wonder, on va rien faire. On va juste, il va pas bouger quand il sera dans l'état Wonder, parce que c'est un des plus compliqués. Donc on viendra sur ça dans la vidéo d'après. Mais par contre, il a bien le chase. Et si on est suffisamment prêt, il nous attaque. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Okay, donc on se retrouve dans le squelette. Pour l'instant, notre squelette, vous voyez, c'est ce qu'on avait fait dans le tuto numéro 10, si je me souviens bien. Le squelette, il a juste une class name enemy qui a rien dedans, qui hérite de Actor. Et pareil, sa scène squelette hérite de Actor. La seule différence par rapport à Actor, c'est que actuellement dans Skeleton, on a l'animated sprite. On a son sprite, où j'ai mis toutes ces animations. Voilà, mais pour l'instant, il a aucun comportement en particulier. Il a juste une state machine qui lui définit ses animations et ce qu'il fait quand il est idle, quand il est move ou quand il est attaque. Ce que je veux faire, c'est rajouter une deuxième state machine par-dessus, qui va celle-là définir quel est son comportement. Donc c'est ce que j'ai appelé le behavior tree jusqu'ici. Donc on va instancier une nouvelle state machine. Paf. Celle-là, on va l'appeler behavior tree du coup. Behavior tree. Donc c'est ce que je vous disais, un behavior tree, ça va être un arbre de comportement. Donc en fait, quand tu es dans tel état, tu fais telle chose. Quand tu es dans tel état, tu fais telle chose. Quand tu es dans tel état, tu fais telle chose. Mais c'est un arbre, donc vous allez voir qu'il on peut pousser le truc un peu plus loin. Pour l'instant, on va faire très simple. On va faire 3 états. Et dans chaque état, tu as un comportement qui lui est associé. Pour l'instant, on va faire ça. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier 3 états. Donc je vais instancier des nœuds state. Je vais en ajouter 3. Je vais faire CTRL-D, CTRL-D pour en ajouter 3. On va en faire un qui va s'appeler Wander. Donc Wander, ça va être l'état dans lequel il va attendre quelques secondes, puis après il va prendre une destination aléatoire dans un rayon de temps de pixels, on va dire dans 30 pixels. Il va prendre une destination aléatoire, il va y aller, puis là il va re-attendre un peu, etc. Donc en fait il va juste se déplacer sur la map un peu aléatoirement comme ça. Ça va nous permettre de le rendre un peu plus vivant, c'est juste il va pas juste être sur place et c'est tout. Il va juste se balader sur la map et du coup s'il détecte le joueur à un moment en se baladant sur la map, il va pouvoir le pourchasser. Et ça va être le deuxième état qui va être l'état chase. Donc l'état chase, c'est quand le perso rentre dans sa zone de détection, il va le poursuivre. Voilà, tout simplement. Et un dernier état qui va être l'état attaque. Et donc l'état attaque, c'est si l'ennemi est suffisamment prêt, je l'attaque. Jusque là, c'est simple. Maintenant, dans le script de l'ennemi, du coup, je vais me récupérer le behavior tree parce que je vais avoir besoin de manipuler les états de mon behavior tree. Donc on va faire onReadyVar behavior tree. Il va être égal à $behavior tree. Hop. Maintenant, il va lui falloir aussi des zones de détection. Donc il va lui falloir une zone de détection pour savoir quand est-ce qu'il doit pourchasser notre ennemi. On va l'appeler chase area. Et alors je me tâte juste à la mettre dans la scène ennemi peut-être, parce qu'il y a peut-être moyen d'avoir une chase area dans tous nos ennemis. Donc effectivement, je pense que dans ennemi, on va s'instancier une area 2D. Hop. Donc ça, ce serait notre chase area. Paf. Et on va avoir besoin d'une attack area, donc d'une autre area, donc je vais dupliquer celle-là, je vais l'appeler attack area. Voilà, donc ça va être nos 2 areas. Je vais leur donner des collision shape. Hop. Ah, elle aussi. Voilà. Là, dans mon ennemi, je vais laisser les collision shapes vides parce que chaque ennemi peut avoir des collision shapes différentes. Donc pour l'instant, c'est juste, je leur dis, voilà, vous avez une area, elle est vide, mais chaque scène enfant va définir quelle est cette area. Donc là, pour l'instant, dans enemy, on laisse ça vide. Par contre, dans skeleton, là, on va lui donner des shapes. La shape qui correspond à la chase area, donc ça va être un cercle, donc un circle shape. Et ce circle shape, je le rends assez grand, genre... comme
ça. Ça va être la zone dans laquelle si le personnage, si le joueur en fait rentre dans cette zone, mon squelette va se mettre à le poursuivre. Donc il faut quand même qu'elle soit assez grande. Donc on va se faire une autre circle shape. Voilà. Celle-là sera pour l'attaque area. Donc c'est la zone dans laquelle si l'ennemi rentre, si le joueur rentre, il va commencer à l'attaquer. On va la rendre un peu plus petite que la zone d'attaque parce que en fait le joueur lui-même il a une hitbox qui fait un certain diamètre et donc il va se mettre à rentrer dedans. Le moment où il va se mettre à rentrer dedans, en fait on sait qu'on sera déjà à portée pour pouvoir l'attaquer. Donc voilà, on va la rendre juste un tout petit peu plus petit que l'attaque area comme ça. Là on devrait être pas mal. Et donc on a notre squelette avec sa zone de détection et sa zone pour attaquer. Donc maintenant même chose, on va récupérer ces deux zones dans des variables. Donc je vais faire chase area égale $chase area. Et je vais faire onReadyVar. Ah, j'ai inversé deux lettres là. Chase. Voilà. Et je vais faire attack area égale attack area. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une variable qui va me dire player in chase area, qui va être un booléen, qui va être false. Et je vais mettre player in attack area. Donc ça, c'est deux variables qui vont me servir à savoir est-ce que le joueur est dans l'area ou pas. Et maintenant, le dernier truc que j'ai à faire à ce niveau, au niveau des areas, c'est de connecter les signaux body enter et body exit des areas pour savoir quand le joueur rentre ou quand le joueur sort de ces areas. Donc on va déclarer un func ready. Et là, on va faire var hop égale. Donc on va commencer par chase area. Donc on va faire chase area.connect. Là, on va connecter body entered à moi-même et on va faire on chase area body entered. A few moments later. Ok, donc on a nos 4 signaux qui nous permettent de savoir quand le joueur rentre ou sort des différentes areas. C'est parfait. Du coup, il nous faut 4 fonctions qui vont répondre à tout ça. Donc on va se faire la petite catégorie habituelle signal responses. Donc on va faire nos 4 fonctions. A few moments later. Ok. Plutôt que de l'appeler player in chase area, je vais l'appeler target in chase area. Ça sera un peu plus générique. Ça voudra dire que par exemple, si je veux faire un ennemi qui ne poursuit pas seulement le joueur, mais potentiellement des ennemis qui peuvent s'attaquer entre eux, ce genre de choses, ça sera possible. Donc je vais mettre target à la place. C'est mieux d'être un peu plus générique comme ça. Target in chase area. Et je vais faire une variable qui va s'appeler target, qui va être du coup un autre 2D, qui va être nul. Donc en fait, cette variable-là va représenter la cible qu'on va poursuivre. On va poursuivre ou qu'on va attaquer. En gros, quand une cible va rentrer dans notre area, par exemple le joueur, on va remplir cette variable avec la référence du joueur. On va prendre le nœud du joueur, on va la mettre dans cette variable-là. Et du coup, notre squelette, il va pouvoir poursuivre ce joueur grâce à ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ces 4 fonctions-là prennent un argument qui est body, qui va être un autre 2D. Donc ce qu'on va faire, c'est if body is character. Pour l'instant, on va faire simple. Et là, ce que je vais dire, c'est donc déjà target in chase area equal true. Je vais dire target égale body. Et donc ensuite, on va pouvoir copier ça ici. Donc quand j'en sors, si le joueur vient de sortir de mon area, bah là du coup ça devient false. Le joueur n'est plus dans la chase area. Et target devient nul du coup. Logique. Alors là, il me dit qu'il connaît pas body, c'est parce que j'ai oublié de lui passer l'argument. Note 2D. Les 4 fonctions prennent cet argument. On va les rajouter, ce sera fait. Ok, et donc là, je fais à peu près la même chose, mais avec attaque. Donc là, je vais faire if body is character, target in attack area equal true, target égale body. Alors, je vais mettre target égale body, mais normalement, ça sera déjà le cas. Hein, parce qu'il sera déjà dans la chase area, vu qu'elle est plus grande que la attack area. Donc ça, on va mettre ça. Et donc là, on va se copier ça pour la dernière fonction qui est le attack area. Donc là, on va lui dire target in attack area, attention à ne pas se tromper, equal false. Ok, et là on va pas mettre target à nul parce qu'a priori, quand notre personnage il sort de l'attaque area, il va quand même rester dans la chase area. Regardez, si on regarde la scène de notre squelette, donc l'attaque area c'est celle-là. Quand le joueur il sort de cette zone-là, il est quand même dans cette zone-là. Donc a priori, on va pas remettre target à nul parce que là il aura toujours sa target. Mais vous allez voir qu'on peut faire un petit peu mieux que ça parce que là on se répète beaucoup, c'est assez redondant et en plus il faut prendre tous les cas de figure en compte. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des setters à ces deux-là. Je vais mettre set get, set target in area. Et ça, je vais faire un setter pour celui-là. Je mets pas de getter, j'en ai pas besoin. Target in attack area, voilà. Donc je vais déclarer mes setters et mes getters. On va se mettre
nos assesseurs ici. Donc, je vais déclarer un setter pour celle-là. Donc pour chase area, on va avoir value, qui va être un booléen. Hop, ça va retourner void. Et je vais juste faire if value est différent de target in chase area. À ce moment-là, on va faire target in chase area égale value. Vous connaissez tout ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. On va faire pareil avec le attack area. Donc func path value bool. Ça retourne void. Je vais vite parce que tout ça vous connaissez si vous avez vu les tutos d'avant. Bon, alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais avoir besoin de savoir quand est-ce que le joueur sort de l'ARIA. Et ces fonctions-là me suffisent pas parce qu'elles me disent pas est-ce que le joueur sort, elles me disent est-ce qu'un body, n'importe lequel, sort de l'ARIA. Et en fait, j'ai besoin d'être mis à jour de quand ça et ça change pour savoir dans quel état je dois me mettre. Donc je vais avoir signal target in chase area changed. Et on va en avoir un deuxième, target in attack area changed. Ok. Et donc là, on va émettre ces signaux-là. Donc on va faire emit signal target in chase area changed. Et là, on va lui donner, ou target in chase area. Ok, je vais dupliquer ça, je vais le mettre ici. Et là, on va se mettre target in attack area changed. Et donc, on va lui donner target in attack area. Attention à pas confondre les deux variables parce qu'elles ont des noms qui sont proches. Donc, attention à pas faire de typo et à confondre l'une ou l'autre variable parce que ça marcherait plus sinon. Donc voilà, on a nos signaux qui nous disent quand ça a changé. Du coup, on n'a plus qu'à appeler notre setter là. Donc, on va faire set target in chase area true. Ici, on va faire la même chose avec false. Ok. Et ensuite, je peux faire ça, sauf que c'est pas chase, c'est attack. Et là, pareil. Ok, donc là, on est juste en train de lui changer est-ce que la target est dans l'ARIA ou pas. Et donc, du coup, en fait, je vais me retirer tout ça là, les targets égale nul et tout. En fait, mes fonctions là elles vont juste servir à changer ça là. Est-ce qu'on est ou non dans la chase area ou est-ce qu'on est ou non dans la attack area. D'accord. Et du coup, je vais connecter ces deux signaux là. Donc, il va me falloir deux signaux de plus. Égale connect. Donc là, on se connecte nous-mêmes parce que le signal qu'on veut connecter, c'est celui-là. Il est dans le script dans lequel on est. Path, self. Et on va faire on target in chase area changed. Path. Et on va faire pareil avec attack. Alors, je fais CTRL D pour dupliquer des lignes de code. Donc là, ça va être attack area. Là, c'est pareil. Attack area changed. Ok, donc il faut que je déclare ces deux fonctions-là. Donc là, on va avoir value, qui va être la valeur de target in chase area. Ça va être un booléen. Et on va avoir pareil avec attack area. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis trompé. Quand on rentre dans une area, on va mettre la target à body. Target égale body. Parce que quand un body rentre dans une area et qu'on sait que c'est le bon type, on peut lui donner directement et lui dire bon bah voilà, la target est de rentrer dans l'area, la target c'est elle. Donc je vais pouvoir faire ça pour les deux fonctions ici. Par contre, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que le joueur sort d'une area. Donc, en fait, on va faire if, on va pas utiliser la valeur qui est là, on en a pas besoin. Et on va juste se faire une fonction genre func update target qui va retourner void. Et là, dans update target, on va juste faire if target in attack area est faux. Si le joueur n'est pas dans l'attack area et que target in chase area est faux aussi. Donc si les deux sont faux, c'est-à-dire si le joueur n'est ni dans l'attack area ni dans la chase area, à ce moment-là, on va faire target égale nul. On lui dit il n'a plus de target. Ok, donc du coup, on a juste à appeler update target ici. Voilà. Et là. Donc là, ce qu'on a, c'est juste une détection de est-ce que notre joueur, il est ou pas dans telle ou telle area. Mais vous allez voir que ça va être quand même vachement utile. Parce que maintenant, on sait quand est-ce que le joueur est dans une area ou pas. Donc là, on peut dire, là, on va pouvoir lui dire dans quel état il doit se trouver. Donc là, par exemple, je vais lui dire, si tu es dans l'area, chase, à ce moment-là, tu te mets dans l'état de chase. On va faire if value, ou plus exactement, on va pas se servir de value parce que c'est pas très clair. If target in chase area, à ce moment-là, on va faire behavior tree.setState. Vous vous souvenez, le behavior tree, c'est une state machine. Et là, on va lui donner l'état de chase. Donc là, on est en train de lui dire, si tu viens de détecter une cible qui vient de rentrer dans la chase area, à ce moment-là, tu la poursuis. Et là, on peut faire la même chose ici avec attack, à savoir, si une cible vient de rentrer dans l'attaque area, il faut bien changer attack area, à ce moment-là, tu vas l'attaquer. Donc, tu vas faire attack. Ok, donc ça, c'est très bien, mais avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on teste tout ça. Et comment on peut tester simplement actuellement, parce qu'on n'a rien pour nous afficher nos états. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe qui va nous permettre d'afficher l'état en cours d'une state machine, n'importe laquelle. Donc, je vais me faire une classe, où dans mon behavior tree, je vais lui ajouter un nœud enfant, qui va être un label.
Donc vous vous souvenez, les labels, on en a parlé un petit peu plus dans le tuto sur le HUD. C'est un nœud qui vous permet d'afficher du texte, tout simplement. Je vais lui donner un label. Et ce label, je vais l'appeler state label. On va le déplacer ici, là, pour qu'il soit au-dessus de sa tête. Et ce state label, il va nous servir à afficher l'état en cours. D'accord? Donc on va lui donner un script que je vais mettre dans state machine. Donc là, dans state machine, j'ai state et state machine. Je vais rajouter state label. Parce qu'en gros, mon state label, ça va être un nœud qui va me permettre d'afficher l'état en cours. Mais on pourra le réutiliser dans toutes les state machines du jeu si on veut. Donc ça va être vachement pratique, ça va nous servir à débugger pour voir quel est l'état du personnage en fait, à un moment donné. Donc on va se créer ce script state label qui va hériter de label. Ok, créé. Bon, ce script, il va être très simple. Il va juste connecter le parent. Donc on va partir du principe que le parent, ça va être une state machine. Ça veut dire que ce nœud, il peut être instancié que dans une state machine. Hein. Donc on va faire func ready. Et là, on va connecter le parent. Donc on va faire var hop égale getParent, qui nous sert à récupérer le parent, .connect, et là on va lui dire state changed. Donc quand le parent change d'état, quand la state machine change d'état, on va faire quelque chose, on va faire on state machine state changed. Ok, et donc ça va avoir un state qui va être un nœud. Donc l'argument, ça va être l'état en cours, donc l'état qui vient de changer, l'état dans lequel on vient d'arriver. Et donc là, on va juste faire un truc du genre, on va faire une autre fonction genre funcDate text qui va mettre à jour le texte à partir d'un état. Et donc là, on va juste faire update text et on va lui passer l'état state. Ok. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour le texte. Donc mettre à jour le texte, ça va juste être, on va prendre le nom de l'état et on va l'afficher en fait. Donc on va faire setText. SetText, il y a une fonction du label qui permet de changer le texte qu'affiche le label en fait. Et donc là, on va faire state.name. Et alors, il faut faire attention à un truc, c'est que si vous faites juste ça, tant que l'état n'a pas changé, il va rien vous afficher. Parce que l'état par défaut, c'est idle. Mais au moment où la state machine met l'état idle, le signal n'est pas encore connecté ici. Ce qui fait qu'il faut quand même que la première fois, on récupère l'état. Donc je vais faire update text. Et là, je vais lui donner getParent.currentState. Et voilà. Parce que vous allez voir, si je fais pas ça, je vais le mettre entre commentaires. Si je fais pas ça, il va rien m'afficher du tout. Vous voyez, il m'affiche rien. Par contre, si je le fais... Alors si je le fais, il me renvoie une erreur. Et ça, c'est à cause de la façon dont les nœuds sont ready dans Godot. En fait, c'est un peu contre-intuitif, mais on penserait que la fonction ready est appelée quand on instancie une scène dans Godot du haut vers le bas, mais en fait c'est l'inverse. C'est les nœuds qui sont le plus bas dans la hiérarchie qui sont appelés en premier, et les nœuds qui sont les plus hauts qui sont appelés après. Ce qui fait que comme on a mis dans le ready de state machine, là, le set state 0, lui, il est set après que le ready de state label soit appelé. Ce qui fait que là, lui, il essaye de récupérer le current state du parent, mais comme le current state du parent n'a pas encore été set, il me renvoie du vide. Donc ce que je peux faire, c'est juste attendre que le ready du parent soit appelé, et pour ça, on utilise yield. Yield, ça permet d'interrompre l'exécution d'une fonction tant qu'on n'a pas reçu tel signal. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais attendre que mon parent soit ready avant de faire tout ça. Et là, ça devrait me régler le problème. Et là, vous voyez, il y a toujours un problème, ça s'affiche toujours pas. Et pourtant, si on vérifie, on va dans State Label et qu'on va dans Update Text pour voir si ça c'est appelé, que je me déplace pour voir. Vous voyez, là, il me l'appelle bien, le Update Text. Il y a le breakpoint qui est déclenché. Alors comment ça se fait? En fait, c'est à cause du fait que un nœud tout simple, en fait, il n'affiche rien. C'est pas un objet qui peut dessiner des choses dans Godot. Un nœud tout simple, les nœuds qui sont blancs comme ça dans l'interface, ne peuvent rien afficher. Ce qui fait que s'ils ont des enfants qui sont censés afficher des choses, genre des sprites, des UI, n'importe quoi qui affiche des choses, ces enfants ne vont rien afficher. Donc ce qu'on peut faire pour régler le problème, c'est juste faire changer le type. On va se mettre Node 2D à la place. Et là, ça va marcher. C'est une petite astuce qui permet de régler le problème. Donc là, on a bien Wonder. Si on s'approche, ça devient Chase. Si on s'approche, ça devient Attaque. Donc ça a l'air de marcher, sauf que par contre, il revient jamais dans l'état d'avant. Vous voyez? Si je m'en vais très loin, il se passe rien. Donc il met bien à jour l'état quand je dois être chassé ou que je dois attaquer. Mais par contre, il remet pas l'état pour revenir en arrière. Donc comment ça se fait? Et ben en fait, c'est à cause de ça. Là, on se met dans Chase, mais on lui dit jamais sors de l'état de Chase et remets-toi dans l'état Wonder. Et pareil avec Attaque. Donc en fait, je vais plutôt me faire une fonction qui va s'appeler funcUpdateBehaviorState. On va mettre à jour l'état dans lequel le comportement qu'il doit adopter, en fait, en fonction de est-ce que le joueur est dans tel area, etc. Donc, je ne vais plus faire ça là. Ici, je vais faire juste UpdateBehaviorState. Et ça, pareil, ici.
Et là, ce qu'on va faire, ça va se trouver là-dedans. Donc là, on réfléchit un petit peu. En fait, par ordre de priorité, qu'est-ce qui va être fait en premier? Eh ben, ce que je veux, c'est que si le joueur est dans la zone d'attaque, on attaque ce personnage, d'accord? Ensuite, je veux que si mon personnage est dans ma zone de chase, mais qu'il n'est pas dans ma zone d'attaque, à ce moment-là, je le poursuive. Et s'il est ni dans l'une ni dans l'autre, à ce moment-là, je veux qu'il se mette en wander. Donc, c'est tout simple, en fait. On va pouvoir faire if target in attack area. À ce moment-là, on se met dans l'état attaque. Behavior tree.setState attaque. Si il n'est pas dans mon area d'attaque, mais qu'il est dans mon area de chase, donc on va faire elif. Donc elif, vous vous souvenez, c'est un else, mais on peut lui passer une condition en plus. Ça veut dire que si ça c'est faux, mais qu'une autre condition est vérifiée, alors ça va déclencher la condition. Par exemple, si je mets target in chase area, et que là je lui dis behavior tree, set state chase. Donc là, qu'est-ce qui se passe? S'il est dans mon area d'attaque, j'attaque. S'il n'est pas dans mon area d'attaque, à ce moment-là, il va vérifier cette condition-là. Est-ce que oui ou non, je suis dans la chase area? Donc si je ne suis pas dans l'area d'attaque, mais que je suis dans la chase area, je vais le poursuivre. Et dans le cas où ni l'un ni l'autre, on va mettre un else. Donc là, on n'est ni dans l'attaque area, ni dans la chase area. À ce moment-là, on va se mettre sur wander. Behavior tree, set state, et là, on va mettre wander. Et donc là, il est dans wander. Je rentre dans son area, il devient chase. Je rentre dans son area d'attaque, il devient attaque. Je ressors, il devient chase. Je ressors, il devient wander. Donc là, ça marche. Donc l'état se met bien à jour correctement. Donc maintenant qu'on sait que notre état se met à jour correctement, ce qu'il nous faut, c'est ajouter les comportements qui correspondent à chaque état du coup. Donc maintenant, en fait, notre ennemi, donc on va vouloir faire bouger notre ennemi quand il est dans l'état de chase. Donc là, le prochain objectif, ça va être de poursuivre le joueur. Et donc pour ça, il va falloir lui dire quel chemin il doit suivre pour poursuivre ce joueur. Donc on va passer pour l'instant la partie pathfinding. Donc la partie pathfinding, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'algorithme qui décide de quel chemin doit emprunter le personnage. Donc en gros, le pathfinding, c'est essayer de trouver le meilleur chemin pour aller à un tel endroit en évitant les obstacles en fait. Ça, on va le faire, mais on va pas le faire dans ce tuto-là, on le fera dans un tuto plus tard. Donc pour l'instant, on va juste lui donner une ligne droite, c'est-à-dire il va prendre un objectif, genre le joueur, et il va essayer d'y aller en ligne droite. S'il y a un obstacle sur le chemin, bah tant pis, il va se cogner contre l'obstacle, mais voilà, ça sera déjà un bon début. Mais par contre, on va quand même coder la logique qui nous permet de se déplacer le long d'un chemin. Donc, il va nous falloir deux choses. Il va nous falloir un var pass, qui va être le chemin que va pouvoir emprunter le personnage. Donc ça va être un arrêt, il va être vide. Alors j'ai mis les assesseurs, j'ai pas rajouté de catégorie, donc on va rajouter built-in. Voilà, et ici on va se mettre logic, ça on y voit un peu plus clair. Ok, et donc dans ma catégorie logique, on va se faire une fonction qui va s'appeler move along path. Move along path, c'est-à-dire bouger le long du chemin. Donc en fait, il va suivre le chemin. Cette fonction, c'est une fonction qu'on va appeler dans un physics process. On va l'appeler à chaque tick, donc à chaque rafraîchissement du moteur. Donc cette fonction va prendre comme argument delta. Et là-dedans, on va coder comment le personnage se déplace le long du chemin. Et alors, c'est très simple. Première chose qu'on va faire, c'est if pass.empty. À ce moment-là, return. Alors, .empty, en fait, ça veut juste dire si l'arrêt est vide. Si l'arrêt n'a aucun élément dedans. Ça reviendrait à faire if pass égale un arrêt vide. Ça revient au même. Mais il y a une fonction exprès pour le faire qui c'est .empty. Et c'est assez littéral, donc j'aime bien. Si le chemin est vide, on fait rien. Dans le cas contraire, on va vouloir chercher quelle est la direction entre le personnage, là où il est, et là où il doit aller. Donc quelle est la direction? Donc pour ça, on va faire var_dir, qui va représenter notre direction, et on va faire égal, et là on va chercher, on va faire global position, et je vous reparlerai un petit peu de la différence entre position et global position juste après. Point direction to, et là on va lui donner pass 0. Donc là on lui dit, je veux que tu trouves la direction pour aller au premier point du chemin. Donc mettons qu'il n'y a qu'un seul point dans notre chemin qui est la position de notre personnage. Donc là on a notre ennemi qui veut se déplacer vers notre personnage, et il va en fait juste trouver la direction entre ces deux points. Et alors pourquoi j'ai utilisé global position plutôt que position? En fait, position, ça représente votre position locale dans une scène. Par exemple, vous voyez, si je move la scène character, vous voyez, on a la collision shape qui est là, qui a une position de 0,20. Et ça, cette position, c'est par rapport à son parent, en fait. La position, c'est toujours par rapport à son parent. C'est-à-dire que lui, il est décalé de 20 pixels vers le bas par rapport à son parent, qui est character. D'accord? Donc en fait, la position, c'est la position par rapport au parent. Alors que la global position, c'est la position par rapport à l'origine du monde. Et l'origine du monde, elle est ici. C'est le point 00 du monde, en fait. Donc ici, par exemple, notre personnage là, sa position par rapport à l'origine du monde, c'est 329 par 187, vous voyez. Donc c'est ça qu'on veut, en fait. Nous, on veut se référer à la position par rapport à l'origine du monde, parce que sinon, on peut avoir des mauvaises surprises, si vous voyez. Parce que si notre nœud
auquel on lui demande la position, et enfant d'un autre qui lui-même n'a pas une position qui est égale à 0, 0, ça peut fausser un peu les choses. Donc en fait, dans ce genre de cas où on veut faire de la logique de déplacement d'un personnage vers un autre, il faut qu'on utilise global position parce qu'on nous donne un point de référence commun en fait aux deux. Donc voilà, ça c'est notre direction vers la destination vers laquelle on veut aller. Ok. Maintenant, on veut aussi la distance vers cette position. Pour avoir une distance, on va se prendre la global position. Donc la global position, encore une fois, c'est la position globale de notre squelette, de notre personnage là qui est en train de se déplacer, donc de notre squelette. Et on va lui dire distance to. Il y a une autre fonction qui nous permet de récupérer non pas la direction, mais la distance entre deux points. Et donc là, on est en train de récupérer la distance entre le squelette et le point où il veut aller, le point du chemin où il veut aller. Ok, donc on a la direction et la distance à laquelle on veut aller. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est set moving direction, dire que je lui dis, je veux que tu te déplaces dans cette direction-là, donc c'est la direction dans laquelle on veut aller, donc on veut qu'il se déplace dans cette direction-là. Et par contre, au niveau du déplacement, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement, on a une vitesse qui est définie, qui est 300, je crois, par défaut actuellement. Mais le problème, c'est que si on se déplace tout le temps de 300, il se peut qu'on dépasse le point qu'on veut atteindre. Parce que si on est à moins de 300 de distance par exemple, de notre point d'arrivée, et ben on va se diriger vers ce point, mais on va le dépasser en fait. Alors que nous, ce qu'on voudrait comme comportement, c'est que si il est suffisamment près du point pour l'atteindre d'un seul coup, et ben il se met sur le point. Donc il va falloir qu'on vérifie si on est suffisamment près pour être mis sur le point ou pas. Donc je vais vérifier si la distance au point est plus faible que ma vitesse. Donc si la distance, donc if dist, vous vous souvenez, on a calculé la distance là et on l'a stocké dans dist. Si ma distance entre mon squelette et le point où il veut aller est inférieure ou égale à speed fois delta, donc à la vitesse, à ce moment-là, on va le mettre sur le point. On va lui dire move and collide. Donc move and collide, c'est une autre fonction qui permet de déplacer le personnage, mais l'avantage c'est que move and slide applique directement le delta sans qu'on ait besoin de le faire. Et move and collide, on choisit de lui appliquer le delta ou pas en fait. On fait ce qu'on veut avec. Donc c'est pour ça que j'utilise move and collide ici. Donc ce que je vais faire, c'est juste lui dire, si la distance au prochain point est inférieure à ta vitesse, tu vas te mettre sur ce prochain point. Et donc pour pouvoir le mettre sur le prochain point, il faut que je lui dise déplace-toi dans telle direction de telle distance. Et là en fait on a la direction du prochain point et on a la distance vers le prochain point. Donc je peux juste lui dire quoi dist. Donc tu te déplaces dans la direction du prochain point, à la distance du prochain point. Donc en fait tu te mets sur le prochain point. Ça équivaut à dire mets-toi sur le prochain point. On est en train de lui dire si le prochain point est suffisamment près pour que tu y ailles d'un seul coup, bah vas-y. Et si c'est pas le cas, tu vas juste te déplacer vers ce point. Donc là on va faire move and collide aussi. On va lui dire je veux que tu te déplaces dans cette direction. Donc dire quoi ta vitesse. Donc speed fois delta. Donc dans un cas, on lui dit t'es suffisamment près, donc tu te mets directement sur le point. Et dans l'autre cas, t'as encore de la distance à parcourir, et à ce moment-là, tu vas juste te déplacer de ta vitesse dans la direction de ce point. Et maintenant, il nous reste juste une dernière chose à faire, c'est de dire si on est arrivé sur le point, donc ici, si on est arrivé pile poil sur le point, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est on va virer le point du chemin en fait, parce qu'on a parcouru ce point. Donc on peut l'enlever du chemin. Donc là, je vais pouvoir faire pass, remove, 0. Donc là, je retire le premier élément du chemin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un chemin avec différents points. Et à chaque fois, on va se déplacer vers le prochain point du chemin. Donc le premier point du chemin, ça va être le prochain point qu'on veut atteindre. On va se déplacer vers ce point. Dès qu'on est suffisamment près de ce point, on se met dessus. Et quand on se met dessus, on le retire de l'arrêt. Ça veut dire qu'il est plus dans le chemin, puisqu'on vient de l'atteindre. Donc il va rester que les points qui restent à parcourir, en fait, dans l'arrêt. Donc voilà, c'est ça, l'algorithme qui est là, permet de faire ça. Donc ça nous permet de nous déplacer le long d'un chemin et de retirer les points au fur et à mesure qu'on les a atteints. Donc on a notre fonction qui nous permet de nous déplacer le long d'un chemin. Maintenant, comment on définit le chemin? Et là, ça va se passer dans l'état chase. Donc comment on veut que se comporte notre état de chase? Si on réfléchit 2 secondes, on va pouvoir faire un truc tout bête qui va être, on va lui attacher un script à chase, on va l'appeler chase state, qui va hériter de state, et je vais le mettre dans enemy, et là je vais me mettre un nouveau dossier qui va s'appeler behavior states, et là je vais mettre chase state. Donc ça c'est mon class name chase state. C'est mon état pour pourchasser un ennemi. Donc qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et tout simplement, je vais lui mettre une fonction update. Donc la fonction update, vous vous souvenez, elle est appelée à chaque tick, donc elle prend l'argument delta. Elle est appelée à chaque tick tant qu'on est dans cet état. Donc en fait, tant qu'on est dans cet état, on va appeler régulièrement une fonction qui nous permet de trouver le chemin, en fait, de trouver le chemin pour aller atteindre la cible. Donc à partir du moment où on va poursuivre une cible, on va mettre à jour en permanence le chemin pour aller vers cette cible. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est créer une fonction ici qui va s'appeler genre func update move pass, qui va mettre à jour le chemin pour aller vers la cible. Ce update move pass, en fait, il va prendre une destination parce que ça va être, je veux à partir d'une destination trouver le chemin pour aller à tel endroit. Donc ça va être ma destination qu'on va lui passer en argument.
vais lui passer un vector 2. Donc ça, c'est l'endroit où on veut aller en fait. Et là, comme on n'utilise pas de pathfinding pour l'instant, on va juste faire un truc tout simple, c'est le chemin, il contient qu'un seul point, et ce point, c'est d'est. Pour l'instant, on lui dit juste, tu veux aller à cet endroit-là. Il n'y a qu'un seul point, tu y vas tout droit. Ok, donc Update Move Path va me permettre de mettre à jour le chemin pour aller à tel point. Bon, pour l'instant, le chemin, il contient qu'un point, mais vous voyez l'idée. Et donc, du coup, quand je vais être dans Chase, ici, ce que je vais vouloir faire, c'est Update le Move Path. Donc, je vais faire Owner. Vous vous souvenez, Owner, c'est le possesseur de la scène. Donc là, je suis dans le script de Chase. Je suis dans l'état de Chase. Le possesseur de la scène, ça va être Skeleton. Donc là, en fait, quand je fais Owner, je me réfère à Skeleton. Donc là, je vais faire Owner.update Move Path. Donc on va mettre à jour en permanence le chemin qu'il doit parcourir. Et quelle est la destination vers laquelle il doit aller? Et bien en fait, c'est la position de target en fait. Donc target.global position. Et on fait bien la global position et pas la position locale. Et sauf que lui, il connaît pas target parce que target c'est dans owner. Donc ça va être owner.target.global position. Et vous vous souvenez, donc owner c'est le squelette. Et target, c'est la cible qu'il est en train de poursuivre. Quand un joueur rentre dans la target chase area, ça devient la target, ça devient la cible à poursuivre. Et donc là, quand on est dans l'état de chase, on lui dit le chemin que tu dois parcourir a pour destination la position de ta cible. Donc la position du joueur en fait. Donc là, on est en train de lui dire, quand on est dans l'état de chase, tu vas vouloir te déplacer vers le joueur. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien qui le déplace, pour de vrai. Parce que notre move, vous voyez, notre move state, il utilise le move and slide, etc. Là, on va pas pouvoir faire ça, nous. Nous, ce qu'on va vouloir faire dans le update de l'état move, pour l'ennemi, c'est appeler sa fonction move along path. On veut lui dire, déplace-toi le long de ton chemin. Donc il va falloir qu'on crée un nouvel état move, qui va être spécifique aux ennemis. Donc on va lui attacher, on va l'appeler enemy move state. Move state, qui va hériter de state. Class name, donc là on va lui donner class name enemy move state. Ok. Et ce truc là va juste avoir un update. Et donc là on va juste faire owner.move along path. Donc on va dire, quand on est dans l'état move de notre squelette, on va lui dire de bouger le long du chemin. Et vous vous souvenez, move along path, si on regarde dans le squelette, move along path, il prend comme argument delta. Donc il faut que je lui passe delta ici. Donc là on va lui passer delta. Alors comment ça se passe si je lance le jeu maintenant? Donc il change bien d'état, mais par contre, il ne bouge pas. Alors comment ça se fait qu'il ne bouge pas? Pour debugger, ce qu'on pourrait faire, c'est, vous voyez, là, on a un label qui nous précise dans quel behavior state il est. Donc quel est son état actuellement de son behavior tree. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un autre label qui nous définit dans quel état de la state machine il est, pour nous aider à débugger. Donc ça, je vais en faire un nœud 2D. Ah oui, il me dit les nœuds hérités ne peuvent pas être changés de type. Donc on va remonter à là où est déclaré state machine, ici. Et je vais changer son type. Je vais lui mettre un nœud 2D. Donc là on est dans Actor. J'ai mis state machine, je lui ai mis nœud 2D. D'ailleurs on va pas s'embêter, on va mettre nœud 2D. On va lui dire qu'il hérite de nœud 2D. Comme ça à chaque fois qu'on va instancier une state machine, ça va nous instancier un nœud 2D. Comme ça on sera sûr qu'on pourra mettre des state labels dedans ou n'importe quel affichage qu'on veut. Ça sera plus pratique. Donc on revient dans notre squelette. Et là on va pouvoir lui attacher un state label, vous vous souvenez, la classe qu'on a faite tout à l'heure. Ah là, je la vois pas apparaître, ça veut dire qu'on n'a pas dû la déclarer cette classe. Alors, je vais aller dans le state label. Voilà, c'est parce qu'on lui a pas donné de class name. Donc on va rajouter class name state label. En fait, le fait de lui donner la class name fait que je vais la retrouver après quand je vais faire une recherche de nœud. Quand je veux créer un nouveau nœud, il va me le proposer. Donc là, je vous montre, je fais ajouter un nœud enfant dans ma state machine. Je cherche state label. Et là, il apparaît. Parce que vous lui avez donné une class name. Donc je le crée. Bon, évidemment, il ne l'a pas mis au bon endroit. Voilà. Et donc du coup, on a deux state labels. On en a un pour la state machine. Donc la state machine représente qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est en train d'attendre, est-ce qu'on est en train de bouger, est-ce qu'on est en train d'attaquer. Et un pour le behavior tree, c'est-à-dire quel est le comportement qu'il adopte. Est-ce qu'il est en train de nous pourchasser? Est-ce qu'il est en train de nous attaquer? Ou est-ce qu'il est en train de se balader? Alors, je vais les mettre l'un par-dessus l'autre. Je vais avoir en haut le behavior state. Et en bas, l'état dans lequel on est, donc idle, move ou attaque. Donc là, si je lance, là il me dit script inherits from native type node 2D, so it can be instance on type node. À quel endroit? State machine. Alors, il faut que je vois où est-ce que j'ai instancié des state machine, mais je pense que, vu que c'est pas dans acteur, puisqu'on l'a changé dans acteur, ça doit probablement être dans le coffre ou dans la jarre. Donc je vais aller voir chest.
Voilà, chest times state machine. Donc là, on va lui changer, on va lui donner node 2D. Et on va faire pareil dans la jar. Jar n'a pas de state machine actuellement. Bon, bah voilà, comme ça règle la question. Ah, parce qu'on avait laissé la vieille enum. Bon, peu importe. Là, si je lance... Ok, ça marche. Donc vous voyez, on a nos états. Et là, il nous dit, bon, est-ce qu'il est en train de chase? Est-ce qu'il est en train d'attaquer? Ou est-ce qu'il est en train de wander? Mais vous voyez que son état, par contre, son état ne change pas. Et donc c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que là, on lui dit quel comportement il doit adopter. Mais le comportement, en l'occurrence, il ne fait rien pour l'instant, parce qu'il ne change pas l'état dans lequel on est. Donc il va falloir que ce state behavior, là, cet état de comportement, nous change ce que fait le squelette. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que quand le squelette il pourchasse quelqu'un, donc quand on est dans l'état de chase, et on veut se mettre dans l'état move, parce qu'on veut se mettre à poursuivre cet ennemi. Donc on va faire func, hunter state. Donc quand on va rentrer dans l'état de chase, quand on va se mettre à poursuivre quelqu'un, et à ce moment-là, on va bouger. Donc on va faire owner.stateMachine. On va récupérer la state machine. Donc la state machine, c'est celle-là. Hein. On a le behavior tree et la state machine qui sont deux choses différentes. Donc là, on va récupérer la state machine. On va lui dire set state. Et là, on va lui dire move. Et donc là, si on lance le jeu, il est dans l'état wander. Et là, il me poursuit, vous voyez. Il se met à me poursuivre. Donc déjà, on a une partie du comportement qu'on voulait. Vous voyez qu'il y a quelques petits bugs au niveau de la direction. Il fait des petits flickers au niveau de la direction. Et il y a un autre souci, c'est qu'il se déplace aussi vite que moi. Et aussi, il ne m'attaque jamais. Donc, première chose, ça serait bien que le squelette, il se déplace un peu plus lentement. Donc pour pouvoir faire ça, comment on va faire pour que notre squelette et notre acteur ne se déplacent pas à la même vitesse? Parce qu'ils partagent tous les deux une même variable, qui est speed, qui est dans actor. Donc on va remonter dans actor, et vous voyez, il y a speed qui est à 300. Donc actuellement, ils partagent tous les deux la même speed qui est de 300. Ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème, c'est utiliser le mot-clé export, qui est très très utile, et vous allez voir pourquoi. En fait, une fois qu'on a fait export, si on va dans la classe actor, dans la scène actor, vous allez voir speed 300 ici. Et vous allez pouvoir changer cette valeur. Ça veut dire qu'en fait, la valeur par défaut de speed, ça va être 300. Mais par contre, à chaque scène, vous allez pouvoir changer cette valeur. Donc là, par exemple, notre caractère, il va rester à 300. On va lui laisser 300, qui est la valeur par défaut. Mais par contre, notre squelette, on va lui dire, ah bah non, toi tu te déplaces un peu plus lentement, tu te déplaces à 170 par exemple. Et donc là, si je lance le jeu, voilà, notre squelette, il se déplace plus lentement. Ça veut dire que si on se dépêche, au bout d'un moment, on le sème. Donc ça, c'est important. Ok, donc par contre, là, actuellement, on le met dans l'état move, mais on le met jamais dans les autres états. On va peut-être aller corriger ça. Première chose qu'on peut se dire, c'est que quand on arrive dans l'état wander, pour l'instant, on va juste vouloir qu'il s'arrête. Donc quand on arrive dans l'état wander, il va se mettre dans l'état idle, en fait. Donc, je vais me rajouter un script qui va s'appeler wander state, qui va hériter de state. On va mettre dans behavior state, ici. Paf. Donc ça va être class name wander state. Et là, je vais juste vouloir faire func enter state. Donc quand je rentre dans cet état, je me mets à l'état idle. Donc on va faire owner.stateMachine.setState idle. Comme ça, quand il revient dans l'état wander state, il va s'arrêter, il va se mettre sur idle, il va s'arrêter. Et autre chose que je pourrais faire, c'est la même chose avec attaque. Quand je rentre dans l'état attaque du behavior tree, donc quand il doit adopter le comportement d'attaquer, et il faut que je me mette dans l'état attaque de la state machine, c'est-à-dire il faut qu'il joue l'animation d'attaque et qu'il déclenche l'interaction. Donc, pareil, il faut que je m'attache un script à mon behavior tree attack. Donc on va l'appeler attack state. Qui va hériter de state lui aussi. Donc là, on va lui donner class name attack state. Et ici, on va faire func enter state. Donc quand on rentre dans cet état, on va faire la même chose que là, la même chose qu'avant, c'est-à-dire owner.stateMachine.setState, mais là, plutôt que de lui donner idle, on va lui donner attaque. Ok. Alors comment ça se passe maintenant? Alors là, il me sort une erreur, parce que notre état par défaut, c'est wander. Et il me dit, tu peux pas récupérer la state machine parce qu'elle est nulle. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que comme les ready sont appelés dans l'ordre inverse de l'ordre des nœuds dans l'arbre, et au moment où ça c'est appelé, vous voyez, si on remonte la pile des appels, ça c'est appelé par setState, qui est ici, qui est appelé dans la fonction ready de notre state machine. Donc en fait, notre state machine, elle est en train de dire, je te mets dans l'état 0, donc j'appelle le hunter state de l'état en cours, donc c'est de wander, et donc tu arrives là. Tout ça, ça se fait dans le ready de la state machine, donc dans le ready de behavior tree. Sauf que je vous ai dit que les ready ils étaient appelés dans le sens inverse de l'arbre. C'est-à-dire que le ready de lui,
est appelé avant le ready de skeleton. Or, skeleton, il va chercher sa state machine on ready, c'est-à-dire au moment où il est ready. Donc en fait, là quand je fais ça, la valeur de state machine ne lui a pas encore été donnée, donc actuellement il est nul, à cause de l'ordre dans lequel sont appelées les fonctions ready. Donc, pour régler ce problème, de toute manière, on sait que quand on est dans WonderState la toute première fois, au moment où la scène est instanciée, de toute manière, il nous met comme état par défaut idle. Donc on n'a même pas à s'en préoccuper, en fait. On peut juste dire if owner.stateMachine égale nul, c'est-à-dire si cette variable n'a pas encore été set, si elle n'a pas encore de valeur, à ce moment-là, tu fais rien. Si cette valeur est nulle, si elle lui a pas encore été attribuée, à ce moment-là, tu fais rien. Ça va régler le problème. Voilà. Donc maintenant, il se déplace vers nous, il cherche à nous attaquer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et si on se déplace suffisamment loin, normalement il devrait s'arrêter. Alors là, il doit lui manquer une texture parce qu'il disparaît. On va aller voir dans Skeleton Animated Sprite, je pense qu'il lui manque une texture quelque part. Idle left, voilà, idle right n'a pas de texture. Il y a une petite erreur, donc on va lui donner scene, actor, enemy, skeleton, paf. Donc là, je lui donne, on a 8 en horizontal, 4 en vertical. Et on est dans idle right. Donc il lui manquait cette texture-là, en fait. Ok, donc on relance un coup. Donc là, il se déplace vers nous. Il nous attaque, très bien. Et il s'arrête bien quand on sort de sa zone d'effet. Donc on a le plus gros de son comportement qui est codé. Maintenant, il va quand même falloir qu'on règle cette histoire de flicker, là. Et alors, la raison pour laquelle ça fait ça, c'est à cause de la façon dont on gère le facing direction. Vous vous souvenez, dans Actor, on a un truc qui nous permet de, ici, là, dans OnMoving Direction Changed, donc quand la direction dans laquelle on se déplace change, on a codé un truc qui nous permet de définir quelle est la facing direction qu'on veut adopter. Mais ça, c'est valide que pour le joueur, en fait, parce que ce truc-là sert à déterminer quelle est la bonne direction dans laquelle on veut se tourner, en fonction des inputs du joueur. Mais le problème, c'est que le squelette, lui, il n'a pas d'input, il s'en fout. Il se déplace dans une direction et c'est tout. Et la direction dans laquelle il se déplace, ce squelette, peut être différente d'une des diagonales en plus. Donc en fait, toute cette fonction-là, elle est valide que pour le joueur. Donc on va copier. Et dans l'ennemi, on va override cette fonction. C'est-à-dire que on va mettre la même fonction, mais juste, on va pas lui mettre la même logique. Donc quand il va appeler cette fonction-là, il va appeler celle de l'ennemi plutôt que d'appeler celle du joueur. Donc nous, on veut carrément changer ce qui est là-dedans. On va mettre autre chose. Et en fait, on va faire un truc très simple, c'est de dire que là, on se retrouve avec une direction, la moving direction du personnage, qui peut être n'importe laquelle sur 360 degrés. Ça peut être n'importe laquelle. C'est pas forcément une diagonale parfaite. Ça peut être entre nord et nord-est, par exemple. Ça peut être un truc entre les deux. Donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu te déplaces plutôt vers le haut ou plutôt vers la droite? Tu vois, dans le cas où il se déplace vers en haut à droite, est-ce que tu es plus vers le haut ou plus vers la droite? Si tu te déplaces plus vite vers le haut que vers la droite, à ce moment-là, on va lui dire ta facing direction, c'est vers le haut. Donc on va régler les diagonales comme ça. On veut juste savoir, en fait, est-ce que c'est plus vers la droite ou vers le haut. Donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est juste, est-ce que c'est ton X qui est le plus grand ou est-ce que c'est ton Y qui est le plus grand. Et donc pour ça, on va faire if moving direction.x est supérieur à moving direction.y. À ce moment-là, on va faire set facing direction. Et là, on va lui donner un vecteur 2 qui va contenir moving direction.x et 0. Donc en gros, on est en train de lui dire, si tu te déplaces plutôt vers la droite que vers le haut, par exemple, donc si on est, mettons que notre personnage se déplace en haut à droite, mais pas tout à fait pile en haut à droite, un peu plus vers la droite que vers le haut. Donc il a une direction un peu comme ça, vous voyez. Et bah si c'est le cas, si tu te déplaces plus vers la droite que vers le haut, plus vite vers la droite que vers le haut, par exemple, à ce moment-là, on va lui dire, bah ta direction dans laquelle tu regardes, c'est vers la droite. Et par contre, si c'est pas le cas, c'est que c'est l'inverse, à ce moment-là, il se déplace plus vers le haut que vers la droite. Et à ce moment-là, il faut qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on lui dise qu'il se déplace de 0 en X et moving direction.Y. Donc là, on est en train de lui dire, bon, bah, si tu te déplaces plus vers le haut que vers la droite, à ce moment-là, tu regardes vers le haut. Donc ça, c'est bien, ça marche si on a des valeurs positives, mais ça marche pas si on a des valeurs négatives. Parce que si on a une valeur négative en X, mettons que si on se déplace vers la gauche, du coup, notre valeur en X va être négative, vous voyez. Mais par contre, il peut se déplacer plus vers la gauche qu'il ne se déplace vers le haut. Et pourtant, vu que la valeur de X va être négative, ça va être inférieur à la valeur de Y, qui est positive, même si cette valeur est plus grande, cette valeur absolue est plus grande. Donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est pas est-ce que la valeur de X est supérieure à la valeur de Y, c'est est-ce que la valeur absolue de X est supérieure à la valeur de Y. Donc la valeur absolue, ça veut dire que si vous avez une valeur négative, il va la transformer en valeur positive, en fait. Donc si vous aviez moins 0,7 en X, il va vous renvoyer 0,7. Donc en fait, c'est ça que je veux savoir.
c'est est-ce que ça c'est supérieur à ça. Voilà, ça c'est bon. Et après il y a un deuxième souci là-dedans, c'est que facing direction, je sais pas si vous vous souvenez, mais mon facing direction il peut avoir que 4 valeurs. Soit à droite, soit en haut, soit à gauche, soit en bas. On n'a que 4 directions dans lesquelles le personnage peut regarder. On n'a pas de diagonale en fait. Donc en gros mes valeurs de X et de Y peuvent être soit 1, soit moins 1. Or là notre moving direction il peut avoir n'importe quelle valeur entre 0 et 1 actuellement. Donc il faut que je lui dise que je veux le signe, donc sign de ça. Parce qu'en fait sign ça te transforme la valeur que tu as. Donc par exemple mettons que j'ai 0,7 ici. Ça va me le transformer en le signe de 0,7, c'est-à-dire 0,7 est positif, donc ça va me renvoyer 1. Et si j'ai moins 0,7, vu que 0,7 est négatif, ça va m'envoyer moins 1. Donc en fait, sign, ça te renvoie le signe de ta valeur, sous forme de 1 ou de moins 1. Ou de 0 si la valeur est 0. Et donc là, pareil, je vais faire sign de ça. Et là, si je lance le jeu, donc il me poursuit. Et on n'a plus le flicker. Magnifique. Alors, il reste un souci, par contre, un petit dernier souci, c'est au niveau de l'attaque. Vous voyez, quand il m'attaque, si je bouge pendant qu'il m'attaque, alors s'il m'attaque et que je sors de sa zone pendant qu'il m'attaque, ce qui se passe, c'est que il déclenche l'animation d'attaque et tout de suite, il se remet dans l'état de chase. Ce qui fait que ça interrompt son animation d'attaque. Donc en fait, il faut que j'ai un moyen de lui dire que quand il est dans attaque, il ne peut pas être interrompu. Il faut qu'on attende qu'il ait fini de faire attaque avant de pouvoir changer d'état. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais rajouter un cooldown sur l'attaque. Ce qu'on appelle un cooldown, c'est-à-dire qu'il va déclencher son attaque, et au moment où il va déclencher son attaque, ça va déclencher un timer de, je sais pas, par exemple, 1 seconde, mettons. Et pendant ces 1 seconde, il va plus pouvoir attaquer. Donc pour ça, je vais lui donner un timer à mon état behavior tree attack, lui rajouter un timer qu'on va appeler cooldown. Lui, donc, on va faire onReady var cooldown, qui va être égal à cooldown. Ok, et donc ce cooldown, il va être de 1 seconde. On va le mettre en one shot parce qu'on veut pas qu'il se lise en boucle, on veut qu'il se lise une fois et qu'il s'arrête. Donc pensez bien à le mettre en one shot, sinon ça ne va pas marcher. Et quand on va rentrer dans l'état attaque, eh ben on va déclencher le cooldown. Donc on va faire cooldown.start. Maintenant, je veux une fonction là-dedans qui me dise est-ce que le cooldown est en train de tourner ou pas. Donc je vais faire is cooldown running, qui est une fonction qui me dit est-ce que le cooldown est en train de tourner ou pas. Donc ça va m'envoyer un booléen. Et là on va juste faire cooldown.isStopped. Donc isStopped, ça me renvoie est-ce que le timer est stoppé, c'est-à-dire il n'est pas en train de tourner. Là, on peut faire return. Donc si il est stoppé, ça veut dire qu'il n'est pas en train de tourner, donc il faut qu'on inverse. Et qu'il n'est pas en pause, parce qu'un timer, ça peut soit être mis en pause, .isPaused. Parce qu'un timer, ça peut soit être mis en pause, soit être interrompu. C'est-à-dire que si c'est mis en pause, vous voyez, votre timer, il dure 1 seconde. Au bout de 0,5 secondes, vous le mettez en pause, le timer reste à 0,5 secondes, mais par contre, il est interrompu, il n'est plus en train de tourner. Alors que si vous faites stop, votre timer, il revient à son wait time par défaut, il revient à 1. Donc si vous mettez pause, il reste autant là où il en est, mais il s'arrête. Si vous mettez stop, il revient à son état par défaut et il s'arrête. Donc on veut vérifier qu'il n'est ni stoppé ni en pause. Et s'il n'est ni stoppé ni en pause, bah c'est qu'il est en train de tourner. Donc ça, ma fonction isCooldownRunning me renvoie est-ce que mon cooldown est en cours ou pas. Ok, alors maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, je veux savoir quand mon ennemi il va pouvoir m'attaquer ou pas. Je veux avoir une fonction qui me dit est-ce que je peux attaquer ou pas. Donc je vais faire ça, je vais me faire une fonction canAttack qui va me définir est-ce que je peux attaquer ou pas. Donc ça va renvoyer un booléen, ça va m'envoyer est-ce que c'est vrai ou faux, donc est-ce que je peux attaquer ou est-ce que je peux pas. Et pour savoir si je peux attaquer ou pas, il y a deux facteurs. Il y a est-ce que le cooldown est en train de tourner ou pas, parce que si le cooldown est en train de tourner, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer, il faut qu'on attende que le cooldown soit fini pour pouvoir attaquer à nouveau. Donc si le cooldown est en train de tourner, on ne peut pas attaquer. Donc là je vais lui faire behavior tree attack.isCooldownRunning. Donc on va faire return. Donc là ça va me dire est-ce que le cooldown est en train de tourner ou pas, mais il y a un deuxième facteur qui est est-ce que j'ai un ennemi à portée ou pas. Donc il y a deux conditions pour que l'ennemi puisse attaquer le joueur. C'est 1, que le cooldown ne soit pas en train de tourner, et 2, que le joueur soit à portée pour qu'on puisse l'attaquer. Or, bah, ça tombe bien, on a une variable qui permet de savoir ça, c'est target in attack area. Donc je peux juste lui dire si le cooldown n'est pas en train de tourner et que il y a une target dans l'attack area, à ce moment-là tu peux attaquer. Au moment où on update notre behavior state, vous voyez, on fait if target in attack area. Mais on n'a plus besoin de faire ça maintenant, on peut juste se baser sur canAttack. Si tu peux attaquer, t'attaques.
On regarde si tu peux cibler si tu peux poursuivre quelqu'un, à ce moment-là tu le poursuis. Sinon, tu te mets sur Wonder. Donc là, il va se mettre à attaquer seulement quand il peut attaquer, c'est-à-dire que quand le cooldown n'est pas terminé. Par contre, ça ne règle pas le problème dont je vous parlais tout à l'heure, qui est qu'on peut interrompre l'attaque. Et pour régler ce problème-là, en fait, c'est tout simple. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut update l'état dans lequel on est, seulement quand le personnage rentre dans l'area d'attaque, mais pas quand il en sort. Donc quand le personnage rentre dans l'area d'attaque, on veut vérifier si on peut l'attaquer ou pas, mais si le personnage en sort, à ce moment-là, on ne veut pas vérifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est if target in attack area. Donc si on a une cible dans l'area d'attaque, à ce moment-là, on va update son behavior. Mais sinon, donc si on en sort, et ben là, on va pas l'update. Voilà, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que donc, quand l'animation d'attaque se termine, à ce moment-là, on sait qu'on veut plus attaquer, et donc on veut sortir de l'état attaque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà codé dans l'actor le fait que quand son animation d'attaque se termine, c'est ici, là, quand son animation d'attaque se termine, il revient dans idle. Donc en fait, nous, ce qu'on veut savoir dans nos squelettes, c'est quand est-ce qu'on passe de attaque à idle. Parce qu'au moment où on passe de attaque à idle, on sait qu'on vient de finir l'attaque. Et donc si on vient de finir l'attaque, à ce moment-là, il faut qu'on update l'état. Il faut qu'on update le behavior state. Parce qu'il va pas rester dans l'état attaque à ce moment-là, il va falloir qu'il soit se remettre à chase, soit se mettre à wonder. Donc, il va falloir qu'on lui dise, on connecte le state machine, celui-là. On va connecter son state changed à skeleton. Et donc, quand l'état de notre squelette change, on va dire if state, donc ton nouvel état, .name égale idle, donc si on est revenu dans idle, et que state machine.previous state.name égale attaque. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on arrivait dans l'état idle et que l'état précédent c'était attaque. Donc est-ce que l'état attaque vient de se terminer en fait. Et si l'état attaque vient de se terminer, à ce moment-là, on va faire update behavior state. Ok, essayons. Et là, vous voyez, il me fait une erreur parce que tout au début, le previous state n'a pas été set. Parce que tout au début, on a un current state, on a un état en cours, mais on n'a pas de previous state. Ça veut dire que previous state est nul. Et donc, la première fois, quand il me met dans l'état idle, previous state est nul. Donc, ce que je peux faire pour éviter le problème, c'est que plutôt que de lui demander son nom, on va lui dire si est-ce que previous state est égal à state machine attack. Et là, ça devrait marcher parce que soit previous state est nul et à ce moment-là, c'est pas égal à ça. Soit previous state n'est pas nul et à ce moment-là, éventuellement, ça peut être égal à ça. Donc voilà, ça me règle le problème. Donc là, il me dit une erreur parce que state machine est nul. Donc on va faire if state machine égale nul. On fait rien. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Il m'attaque et je sors de sa zone d'effet. Attaque-moi. Je sors de la zone d'effet pendant qu'il m'attaque. Et là, ça a l'air de marcher. Hein. Donc voilà, on a le comportement qu'on voulait. Alors par contre, on a quelques petits warnings, donc on va aller corriger tout ça. Là, il me dit Move and Collide returns the value, but the value is never used. Donc ça me dit que Move and Collide, ça me renvoie une valeur. Donc ce que je peux faire, c'est CTRL-clic dessus pour aller voir ce qu'il me renvoie. Et là, ça me dit que ça me renvoie une Kinematic Collision 2D. En fait, ça me renvoie un objet qui contient les données sur la collision qui a eu lieu ou pas. Mais nous, on s'en fout de la collision actuellement, on n'en a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va le mettre dans une variable et ne pas s'en servir. Donc je vais faire ça, comme d'hab, hein, quand on n'a pas besoin de la valeur. Voilà, je vais juste faire ça. Et ici, il me dit que l'argument delta n'est jamais utilisé. Donc là, pareil, on met un underscore devant delta. Et on n'a plus le souci. On relance un coup pour voir si on n'a plus de warning, plus de problème. Ok, et là, c'est bon, ça fonctionne. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. On aura fait quand même pas mal de choses et c'est assez fourni. Donc je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois si vous êtes un peu perdu. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de scripts et tout. Donc n'hésitez pas à vous remettre la vidéo plusieurs fois. Mais en gros, l'idée de base est assez simple, c'est de dire simplement on a trois états, on a trois comportements, trois états de comportement. On a Wonder qu'on n'a pas encore codé, mais pour l'instant il fait rien dans Wonder. On a Chase qui fait que si un personnage est suffisamment proche, on le poursuit. Et on a Attack qui fait que si notre personnage est suffisamment près, on l'attaque. Voilà, c'est tout pour cette fois. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aborder le pathfinding. Donc on va essayer de trouver des chemins qui sont corrects. Plutôt que de faire juste des chemins en ligne droite, maintenant, le pathfinding va nous donner un chemin qui évite les obstacles en fait. Donc, dans le prochain tuto, on va aborder le pathfinding. Voilà, encore une fois, ce tuto, ça va un petit peu vite.
Donc je vous invite à vous remettre les passages où vous avez quelques doutes, à revenir en arrière, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup à travailler. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez lâcher un petit commentaire aussi si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, le laïus habituel, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici. Donc on a Twitter, on a Instagram, je vous mets le lien dans la description bien sûr. Il y a Twitch où je fais des lives toutes les après-midi de semaine à partir de 14h. Vous pouvez retrouver les assets du jeu comme d'habitude sur l'asset pack sur itch.io. Je vous mets le lien dans la description aussi si vous voulez utiliser les assets, c'est complètement gratuit. Vous pouvez simplement faire un don si ça vous plaît, si vous avez envie. Sinon, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur le Ko-fi qui est ici, qui vous permettra donc de me donner des sous. Et l'entièreté des sous me revient, c'est pour ça que j'ai choisi Ko-fi et pas une autre plateforme. Ils ne prennent pas de pourcentage sur les dons, et ça c'est vachement cool. Et si vous faites un don mensuel sur le Ko-fi, ça vous donnera accès aux vidéos un petit peu en avance, quelques jours en avance. Voilà, c'est un petit avantage pour vous si vous avez envie. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit, et du coup je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.